La République chef de l'État était ce matin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Issoufou Mahamadou y a effectué une visite de travail et d'amitié. Poursuite des travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale. Ce matin, à l'ordre du jour, l'élection du président de la dite institution et c'est Seyni Oumarou qui a été élu à l'unanimité des députés présents. Partenariat renforcé et élargi, levier essentiel à l'élimination de la fistule obstétricale, c'est le thème d'une table ronde virtuelle à laquelle a assisté la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi en provenance d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, avant d'être salué par les corps constitués. Le président de la République était donc aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Issoufou Mahamadou a effectué en terre ivoirienne une visite de travail et d'amitié. Voyons le film de ce déplacement avec nos envoyés spéciaux Didi Ousmane et Yazira Bio. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli par le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, M. Fidel Sarasoro, avant d'être salué par le personnel de l'ambassade du Niger à Abidjan, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente adjoint, le président du Haut Conseil des Nigériens en Côte d'Ivoire et une forte communauté nigérienne en terre ivoirienne qui a effectué le déplacement pour ovationner le chef de l'État. Après un tête-à-tête avec le directeur de cabinet Sarasoro, le cortège présidentiel s'est rendu à la présidence de la République ivoirienne où le chef de l'État Issoufou Mahamadou a été accueilli par le président Alassane Ouattara, bien entendu après les honneurs militaires. S'en est ensuite suivi un entretien entre les deux chefs d'État avant d'animer une conférence de presse. C'est au début de cette conférence de presse que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a situé l'objet de son déplacement. Je voudrais, cher frère, te remercier pour l'accueil qui nous est réservé, la délégation et moi-même. Il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien
qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années, ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, sous-régional, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Au niveau de l'UEMOA, je peux citer pour exemple les importants progrès que nous avons faits dans la réforme de notre monnaie unique, réforme faite dans la perspective d'ailleurs de la monnaie unique de la CEDEAO, qui est un autre chantier sur lequel nous avons progressé, même si ce chantier a été un peu retardé par la Covid-19 qui a fait voler en éclats le pacte de convergence qui était en place. Je voudrais aussi citer le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine, dossier sur lequel j'ai eu très fortement ton soutien en tant que champion désigné par la conférence des chefs d'État pour m'occuper de ce dossier. Je remercie la Côte d'Ivoire, je te remercie pour l'accompagnement, le soutien dont j'ai bénéficié pour faire avancer ce dossier. J'ai noté également la très forte solidarité de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Sahel et les pays du bassin du lac Tchad. Pas plus tard qu'au sommet de N'Djamena, le dernier sommet du G5 Sahel, le message fort que tu as envoyé a été bien compris par l'ensemble de nos peuples de la région sahélienne et du bassin du lac Tchad. La Côte d'Ivoire a manifesté sa forte solidarité dans ce combat que nous menons pour la sécurité du Sahel et pour la sécurité du bassin du lac Tchad et pour la sécurité de la région tout court. Et nous avons apprécié le soutien financier de la Côte d'Ivoire, surtout pour le financement du contingent tchadien qui a été donc déployé dans la zone de 3 frontières. Et cela n'est pas passé inaperçu. Je voudrais vraiment te remercier très fortement pour ce soutien financier qui permet de continuer l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Nos populations payent un lourd tribut. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu des massacres de populations civiles innocentes au Niger. Et la solidarité des pays amis est très importante pour nous, et en particulier la solidarité de la Côte d'Ivoire. Votre déplacement me va droit au cœur, a répondu le président Ouattara au président Issoufou. Cela est une grande marque d'estime, d'amitié sincère et de fraternité entre les deux présidents. Le président ivoirien qui a perdu son premier ministre le 10 mars dernier s'est dit sensible aux condoléances à lui présentées par le président Issoufou Mahamadou. S'agissant de la question sécuritaire dans le Sahel, le président Ouattara a réaffirmé l'engagement de son pays à aider les pays du Sahel jusqu'à ce que les forces du mal soient vaincues. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly. Donc ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. J'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc grand merci pour cette marque de solidarité.
Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés. Et nous ferons tout ce qu'il faut et tout ce que nous serons demandés à faire parce que c'est un combat commun. Et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes. Et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. Donc nous continuerons d'être présents. Et je voudrais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté à l'occasion de la réforme monétaire. Ce n'était pas une chose facile. Et maintenant, cette chose faite, nous sommes en roue libre pour l'écho dès que les pays seront sortis de la crise. Et je voudrais vous féliciter d'avoir fait aboutir la zone de libre-échange au niveau de l'Union africaine. C'était un chantier compliqué concernant l'ensemble du continent. Et je crois que les choses se présentent bien et permettent à l'Afrique d'avoir des perspectives très fortes pour sa place dans le monde et dans le commerce mondial. Monsieur le Président, en tout cas, grand merci pour votre amitié, pour votre soutien. C'est donc après avoir animé cette conférence de presse que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a quitté la présidence de la République ivoirienne, raccompagné par le président Ouattara. C'est le directeur de cabinet du président ivoirien qui l'accompagne à la passerelle du Mont Greboun pour regagner Niamey. Dans ce déplacement, le président de la République est accompagné de M. Fumako Egado, ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République, et de M. Mamadou Diop, ministre des Finances. Depuis son élection à la magistrature suprême du Niger, le nouveau président de la République, Bazoum Mohamed, continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Les derniers émanent des présidents français, chinois et turcs. Excellence, Monsieur le Président, écrit Xi Jinping à l'heureuse occasion de votre élection à la présidence de la République du Niger. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement, du peuple chinois et à mon nom personnel à votre excellence mes sincères félicitations et mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre éminente fonction. La Chine et le Niger entretiennent depuis toujours une amitié sincère et une solidarité réciproque et se soutiennent mutuellement sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. La coopération sino-nigérienne s'avance de manière ordonnée dans tous les domaines et ses fruits abondants ont profité à nos deux peuples. J'attache une grande valeur aux liens d'amitié de nos deux pays. Je suis prêt à travailler avec vous pour promouvoir le soutien mutuel et approfondir la coopération gagnant-gagnant afin de porter un plus grand développement dans les relations sino-nigériennes et faire bénéficier nos deux pays et nos deux peuples. Signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Quant au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, son message est ainsi libellé à l'occasion de votre élection à la présidence du Niger. Je vous félicite, votre excellence, de tout cœur au nom de ma nation et à mon nom. Je suis fermement convaincu qu'au cours de votre présidence, les relations étroites entre nos deux pays se développeront sur la base des intérêts de nos peuples et s'approfondiront d'une manière à refléter convenablement le potentiel existant grâce à nos efforts conjoints. À cette occasion, je vous réitère, votre excellence, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur et aussi mes meilleurs vœux de bien-être et de prospérité au peuple ami et frère du Niger. Signé Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Emmanuel Macron, quant à lui, a félicité le président Bazoum Mohamed pour son élection à la magistrature suprême par appel téléphonique.
Cela dit, les travaux en séance plénière de l'installation de la 3e législature de la 7e République se poursuivent à l'hémicycle place de la Concertation. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, dont l'élection du président de l'Assemblée nationale, et c'est Seyni Oumarou qui a été élu à l'unanimité des députés présents. Aïcha Toubawa et Habib Abdraman. Réunis en séance plénière, les nouveaux élus du peuple ont, au cours de leurs travaux de ce mardi 23 mars 2021, satisfait 2 points importants. Le premier a constitué la présentation et déclaration des groupes parlementaires. La présente législature compte 6 groupes parlementaires, à savoir le groupe parlementaire Rassemblement des démocrates avec le député Amadou Efangal comme président, le groupe parlementaire Jem Ouria et apparenté avec le député Albade Abouba comme président, le groupe parlementaire PNDS Tareya avec le député Hassoum Massoudou président, le groupe parlementaire Le Républicain avec Maman Rabiou Maïna président, le groupe parlementaire Union pour la République dont le président n'a pas encore été élu et le groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa qui sera présidé par le député Hassan Soumana. Le second point a consacré l'élection du président de l'Assemblée nationale pour cette législature. Seul candidat pour ce prestigieux poste, Seyni Oumarou a été élu à l'unanimité des députés présents à l'absence de l'opposition parlementaire. Au terme du dépouillement du scrutin, voici les résultats du vote. Nombre d'inscrits 166. Nombre de votants 129. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne 129. Nombre de bulletins blancs ou nuls 0. Nombre de bulletins valables 129. Majorité absolue 66, voix pour 129, voix contre 0, voix abstention 0. Ainsi, le vote se faisant à la majorité absolue des votants, M. Seyni Oumarou, ayant obtenu 129 voix pour, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale. Très réjoui par cette marque de confiance, le nouveau président de l'Assemblée nationale s'est dit honoré. Je voudrais d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir accordé cette faveur. Parce que je considère que c'est une faveur qu'il m'a accordée parmi plus de 22 millions de Nigériens. Je l'en remercie et je prie encore une fois qu'il m'aide donc à pouvoir m'acquitter de cette tâche, aussi lourde soit-elle. Je voudrais remercier mes collègues députés pour la confiance qu'ils ont placée en moi à travers ce vote. C'est un vote effectivement qui me va droit au cœur, mais je sais aussi que la tâche qu'ils viennent de me confier n'est pas une tâche de tout repos, n'est pas une petite tâche. Mais encore une fois, je compte sur Dieu, je compte sur leur soutien pour pouvoir accomplir, disons, la mission qui m'a été confiée pour le bien non seulement du peuple nigérien, mais également pour le bien donc, de l'Assemblée nationale. Je pense que le Niger a besoin de se réconcilier avec lui-même. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, mes collègues et moi, nous ferons tout pour que ce peuple soit réconcilié, qu'il faut rassembler. Et je pense que c'est l'une des premières tâches qui doit incomber donc à cette législature, Inch'Allah. La séance plénière reprendra après la prestation de serment du nouveau président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. Série d'audiences ce mardi au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini s'est entretenue avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le président de la Fédération nigérienne de football et l'ambassadeur de Belgique au Niger. Le résumé avec Imnil Kassouma Amadou et à côté Waglassan. Ce mardi 23 mars 2021, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est d'abord entretenu avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge CICR, qui est au terme de sa mission au Niger. Il a exprimé sa reconnaissance au chef du gouvernement pour son esprit de collaboration durant son séjour. Après presque 3 ans de travail humanitaire dans le contexte, et puis je tenais vraiment
a rencontré le Premier ministre pour tout d'abord le remercier le gouvernement du Niger pour la bonne coopération que nous avons pu vivre dans ce contexte depuis le premier jour de mon arrivée ici. Et ensuite aussi pour faire un peu le point sur nos activités dans le contexte, qu'est-ce qu'on a pu faire ces dernières 3 années, les difficultés qu'on a rencontrées, et puis comme ça faire un peu le point sur cette coopération. Ensuite, le président de la Fédération nigérienne de football a été reçu aussi par le Premier ministre. Le colonel-major Djibril Hamidou a exprimé ses remerciements au gouvernement nigérien pour le soutien de sa candidature au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Vous vous souviendrez que c'est le Premier ministre qui s'était déplacé au centre technique dans le cadre de ma campagne, en tout cas pour l'accession au comité exécutif de la CAF, pour nous apporter le soutien du gouvernement et du président de la République. Donc c'est pour cette cause que je suis passé effectivement demander une audience pour pouvoir présenter mes remerciements, en tout cas pour tout l'appui que le gouvernement nigérien m'a apporté pour me permettre aujourd'hui d'accéder au poste que je viens d'avoir aujourd'hui. L'instant d'après, Brigitte Raffini a échangé avec l'ambassadeur de Belgique au Niger qui est venu présenter ses condoléances suite aux récentes attaques dans les régions de Tillabéri et Tawa. Mon gouvernement et nous-mêmes ici à l'ambassade sommes choqués par cette tragédie qui touche la population civile. Et on est dans un esprit de solidarité tout à fait avec le peuple nigérien et avec tous nos moyens qu'on a ici de présence militaire, de coopération bilatérale. On veut aider à résoudre ce fléau qui n'est pas acceptable. Le diplomate belge a enfin profité de l'occasion pour saluer les relations fructueuses qui existent entre la Belgique et le Niger. Communiqué des États sahélo-sahariens SENSAD suite à l'attaque terroriste du 21 mars 2021 au Niger, c'est avec une vive émotion et une très profonde préoccupation que la communauté des États sahélo-sahariens a appris l'attaque intervenue dans le département de Tilia le 21 mars 2021 contre de paisibles populations civiles, occasionnant plusieurs dizaines de morts et faisant de nombreux blessés. La SENSAD condamne dans les termes les plus fermes ces massacres de populations civiles par des groupes armés terroristes transnationaux. Elle exprime son soutien et sa solidarité au peuple et au gouvernement nigérien et exprime sa compassion et ses condoléances émues aux familles des disparus. La SENSAD s'associe au deuil national de 3 jours à la mémoire des victimes de cette attaque. Aussi, la SENSAD lance un vibrant appel à la communauté internationale pour appuyer plus fortement le gouvernement du Niger et les forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. La SENSAD lance également un appel pressant pour une plus large réaction contre les groupes terroristes transnationaux, pour la mutualisation des moyens des États de l'espace sahélo-saharien et une coopération interactive entre les forces de défense et de sécurité des États. Communiqué de l'ambassade du Pakistan au Niger, le Pakistan condamne également fermement les attaques terroristes survenues dans les villages de Chinagoder et d'Arebango, région de Tillabéri. Les attaques qui s'est soldée par la perte de 58 précieuses vies humaines civiles. Le gouvernement et le peuple du Pakistan transmettent leurs plus profondes sympathies et condoléances aux familles endeuillées et prient pour le rétablissement rapide des blessés. Le Pakistan réitère sa condamnation sans équivoque du terrorisme dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Nous réaffirmons notre soutien fort et notre solidarité au gouvernement et au peuple du Niger dans ces moments de douleur. Cela dit, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a présidé ce matin à Niamey une table ronde virtuelle sur le thème partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. Comment mettre fin à la fistule est l'objectif essentiel de cette table ronde organisée par l'UNFPA. Une rencontre qui a vu la participation de la première dame, de plusieurs premières dames d'Afrique, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers,
associés, la société civile, les leaders traditionnels et religieux et tous les acteurs concernés sur la question. Nous y reviendrons dans un instant. Le temps de signaler qu'à Zender, une délégation composée des cadres techniques des ministères de la Communication, des directeurs des stations régionales de l'ORTN et du directeur technique conduit par le ministre de la Communication séjourne dans la région dans le cadre du suivi d'exécution de la transition numérique. Le compte-rendu de Nana Balkissa Kader et Maman Ousmane. Le Niger est l'un des pays membres de la CEDEAO ayant opté pour la transition numérique terrestre TNT. C'est en ce sens qu'une stratégie de mise en œuvre a été élaborée pour le bon déroulement de cette transition numérique, dont l'un des axes fondamentaux est le déploiement des infrastructures adaptées à cet effet. Ainsi donc, la présente tournée du ministre de la Communication s'inscrit dans le cadre du suivi d'exécution du programme de transition numérique. À Zander, la délégation ministérielle s'est d'abord rendue au centre émetteur TV, devenu AND, Agence nationale de diffusion. C'est ici que tous les programmes radio et télé sont diffusés. Sur place, le ministre Boubacar Issoufou Jibo a eu à échanger avec les techniciens sur le fonctionnement de cette agence nationale de diffusion conformément à la migration numérique. Puis à la station régionale ORTN de Zander, afin de s'enquérir des conditions de travail du personnel, mais aussi en savoir plus par rapport au processus de la TNT. Bien qu'un grand pas ait été franchi dans ce processus de transition numérique terrestre avec l'acquisition du matériel nécessaire par l'État à travers son fonds d'investissement, la mise en œuvre de cette dernière accuse du retard. Au bureau régional de l'Agence nationale de presse ANP ONEP, là également le ministre Boubacar Jibo a eu à relever un certain nombre de problèmes, notamment l'exiguïté du bureau et le manque de climatisation. Le ministre de la Communication a été l'invité de la RJZ par rapport au motif de son déplacement dans la cité du Damagaram. Ça devrait remplacer tous les émetteurs radio et télévision existants sur les 40 sites de l'ORTN qui existent, d'une part, mais mieux encore, améliorer la couverture avec 16 nouveaux sites. Donc c'est ça un peu le programme de la TNT. Et ce programme a engendré des réformes au niveau de l'ORTN. L'ORTN est en train d'être divisé en deux structures, notamment une partie qui va s'occuper que de la production. Et c'est pourquoi vous avez vu des caisses et des matériels qui sont là entreposés. Votre studio ici présent comme la régie devrait être totalement numérisé et remplacé par ces équipements avec des tables de montage numériques qui devaient permettre de faire de la production numérique. Et de l'autre côté, il y a l'entité qui a déjà été créée qui va s'occuper de la diffusion. Mieux encore, au niveau de chaque région, il y a un multiplexeur local qui permet d'intégrer des programmes au niveau de la région. En plus des programmes qui vont venir de Niamey, on peut produire localement et émettre dans le même bouquet des programmes qui sont produits localement. Donc, il y a la partie studio et la partie diffusion. Des émetteurs sont installés dans tous les chefs-lieux de région. Donc on a constaté l'effectivité de l'installation des deux émetteurs, et du multiplexeur et de l'ensemble des équipements de l'environnement, notamment l'énergie et le forêt qui les accompagnent. Maintenant, un autre volet de cette stratégie de transition vers le numérique consisterait à encourager justement ces chaînes de télévision vers la thématisation des programmes. Dès lors qu'on a 14 télés, couvrir tout ce qui est vraiment besoin pour pouvoir répondre de façon efficace aux attentes des auditeurs. Un autre axe, c'est le développement de contenu local. On veut encourager l'ensemble de ces chaînes-là d'aller vers les réalités de notre pays et produire des programmes. Et c'est ça l'axe qui concerne l'adaptation des contenus à notre contexte local. Cette stratégie de transition
Donc c'est vraiment le volet infrastructure qui nous inquiète aujourd'hui par rapport vraiment à l'avancement du projet. C'est ce qui a fait que donc on est sorti pour vraiment retourner et revoir la trajectoire avec les prestataires. Tout comme il a fait à Maradi, à Zander également, le ministre de la Communication a remis au gouverneur Issa Moussa un échantillon du décodeur TNT. Je le disais tantôt, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a présidé ce matin à Niamey une table ronde virtuelle sur le thème partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. Comment mettre fin à la fistule est l'objectif essentiel de cette table ronde organisée par l'UNFPA. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs premières dames d'Afrique, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des leaders traditionnels et religieux et tous les acteurs concernés. Rahilat Cheibou et Sani Soufou. La question de l'élimination de la fistule obstétricale est d'envergure internationale car ses conséquences sont effroyables. En Afrique, on dénombre 600 000 à 1 million de cas, dont 130 000 nouveaux cas et seulement un dixième est pris en charge. Il s'agit d'une affection délibitante qui a condamné et condamne encore des centaines de milliers de femmes à souffrir de la solitude et la honte. De ce fait, la fistule constitue aujourd'hui un problème de santé publique en Afrique et dans le monde. La fistule génitale féminine est une communication anormale entre le vagin et la vessie ou le rectum. Le type obstétrical, dite fistule obstétricale, est la plus fréquente dans nos pays. Elle survient toujours au décours d'un accouchement long et difficile en l'absence d'un personnel de santé qualifié et des soins obstétricaux d'urgence dont la femme en a souvent besoin. La fistule génitale féminine survient de manière disproportionnée parmi les filles et les femmes pauvres, vulnérables et marginalisées. C'est donc à juste titre que se tient cette table ronde virtuelle sur le thème partenariat renforcé élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale, organisée grâce à l'appui de l'UNFPA. Durant cette décennie d'accélération vers l'atteinte des objectifs globaux de développement, le système des Nations Unies, dans son ensemble, aux côtés de partenaires techniques et financiers, et ensemble avec le secteur privé, appuie des programmes ciblant les femmes et les filles. Car il en va de soi. Le monde ne pourra réaliser ses objectifs de développement humain et parvenir à l'égalité des sexes que si nous nous attaquons résolument à toute forme de violence faite aux femmes, que si nous nous attaquons résolument aux multiples discriminations qui empêchent le plein accès de tous, de toutes, aux soins de santé. Sur notre continent, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable et les aspirations de l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc l'accès universel à la santé de la reproduction est un droit fondamental pour chaque individu. Mais tout ceci n'est qu'illusion si l'accès à la santé de la reproduction est toujours limité, surtout pour nos femmes. Et si toutes les causes sous-jacentes de la fistule obstétricale ne sont pas abordées et résolues. Ces deux personnalités ont également saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour son dynamisme à garantir une meilleure condition de vie à la population nigérienne et surtout la jeunesse. Elles ont par ailleurs rendu un hommage mérité à la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, qui, aux côtés du chef de l'État, a fait sienne les problèmes liés au bien-être de la mère et de l'enfant. Dans ce cadre, le ministre de la Santé publique, par intérim, a rappelé les différentes actions menées par l'État du Niger pour lutter efficacement contre ces fléaux. Ahmed Bouto a aussi invité les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage pour préserver la dignité des femmes. Au moment où la bataille contre la pandémie de la Covid-19 fait rage, les efforts pour mettre fin à la fistule doivent se poursuivre. C'est pourquoi nous réaffirmons la volonté et l'engagement du gouvernement du Niger et de son Excellence le président de la République, chef de l'État, El Hadji Mahamadou Issoufou, à investir dans le développement humain et à soutenir les initiatives de promotion de la santé et de la reproduction. En effet,
Le programme de la Renaissance, acte 2 dans son volet Renaissance culturelle, contribuera, j'en suis sûr, à lever certaines barrières socio-culturelles qui favorisent le mariage des enfants et les grossesses précoces, ainsi que les recours tardifs au centre de santé. Enfin, j'ai saisi cette opportunité pour remercier la société civile, le secteur privé, les partenaires internationaux et toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble, maintenant, pour un partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. En plaçant cette table ronde sous le haut patronat de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, l'UNFPA lui reconnaît sa qualité humaine qui l'a conduit toujours aux côtés des personnes en difficulté ou vulnérables, d'où cette distinction honorifique de la part de ses pères, première dame d'Afrique et l'UNFPA. Les premières dames des Comores, de la Sierra Leone, du Tchad, de la Mauritanie et de la Centrafrique qui prennent part à cette rencontre virtuelle ont toutes déploré les conséquences dramatiques liées à la fistule et réitéré leur engagement à poursuivre la lutte avec l'appui de l'UNFPA et ses partenaires. Pour Dr Lalla Malika Issoufou, une synergie d'action est nécessaire pour vaincre la fistule. J'ai une pensée particulière pour les femmes qui sont affectées. Et je voudrais saisir cette occasion pour leur souhaiter bonne guérison, tout en leur rassurant que les maux et les douleurs qui les assaillent et ressentis quotidiennement dans leur propre chair sont des maux et douleurs partagées avec l'ensemble des premières dames ici présentes. Elles œuvrent inlassablement dans le renforcement de la lutte contre ces fléaux. D'ores et déjà, nos gouvernements respectifs ont inscrit dans leur agenda comme priorité l'éradication de la fistule obstétricale. Lors du forum des premières dames de l'espace de la CEDEAO en décembre 2017 à Niamey, le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, disait, je le cite, « Ces femmes ne doivent pas être condamnées à passer le reste de leur vie dans les réduits des hôpitaux. Elles doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge médico-sociale, y compris la chirurgie réparatrice, pour améliorer significativement leurs conditions et leur permettre de reprendre leur place dans la société. Compte tenu de leur état d'extrême pauvreté, un élan de solidarité nationale et internationale est nécessaire. » Fin de citation. L'élimination de cette pathologie est un appel pour transformer le monde. Tout comme nous parlons de mettre fin à la polio, au VIH-Sida et tant d'autres formes de souffrance, nous devons nous engager à intensifier nos efforts pour éradiquer la fistule obstétricale une fois pour toutes. Cette rencontre a été l'occasion pour l'UNFPA, la CEDEAO, la CEEAC, le MES et l'ONU Femmes de présenter leur stratégie pour l'élimination de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Notez qu'un appel a été lancé par les jeunes filles à l'endroit de tous les acteurs concernés pour mettre fin à la fistule. Le clou de la cérémonie a été l'ovation des participants à l'endroit du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui, après 10 ans à la tête du pays, donne 2 mandats, cède le pouvoir à un président démocratiquement élu pour un autre mandat de 5 ans. Et puis la fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Hadja Aïssata Issoufou a offert un don au profit du centre mère et enfants de Difa, une action qui cadre avec les missions de la dite fondation. Les images. Ce quadruplé issu d'une famille de réfugiés en provenance de Chétimari est actuellement au centre de santé mère et enfants de Difa où il reçoit les soins appropriés aux côtés de leur mère âgée de 39 ans. Nous avons admis donc une femme qui a accouché donc de quadruplé. Qui dit quadruplé veut dire donc 4 enfants. Donc ils sont aujourd'hui à J13 d'hospitalisation. Donc en tout cas depuis leur admission, nous nous sommes attelés en tout cas à les prendre en charge. Nous avons reçu ces quadruplés accouchés à l'aide d'une matrone au village. Et elles viennent d'un village de Chétimari. Donc après l'accouchement, la matrone a jugé utile, elle a eu le réflexe de les référer au centre mère enfant de Difa. Nous les avons reçus, ça fait 13 jours aujourd'hui. On les a reçus dans
état de santé très bon. Elles ont bénéficié, parce qu'il y a aussi des garçons, ils ont bénéficié d'une bonne prise en charge. Et actuellement, ces quadruplés n'ont aucun problème de santé. Et le plus petit pèse 1500 grammes. Donc c'est le poids idéal pour faire sortir les petits poids de naissance pour le reste du suivi à la maison. Donc on va les sortir, mais on va les voir chaque semaine, pendant 2 semaines, et après on va les voir chaque mois jusqu'à leur premier anniversaire. En effet, pour venir en aide à cette famille, l'ensemble des partenaires en charge de la protection intervenant dans la région de Difa ont à tous, dans un élan de solidarité, tenu à apporter leur part contributive en vivres et non-vivres et plusieurs autres matériels. L'ONG Gouri a bien voulu aussi accompagner la femme qui vient d'avoir le quadruplé. Le centre mère enfant aussi a été vraiment, les a généreusement accueillis de son devoir et il a contribué aussi à tout ce que vous voyez ici. Des kits pour la maman, des kits bébés, en tout cas des habits pour les bébés, tout ce que vous voyez en termes d'alimentation, riz, etc. En tout cas, nous souhaitons bonne santé à ces enfants et vraiment on remercie les uns et les autres pour avoir contribué au profit de ces enfants. Je pense que toutes les conditions comme ça réunies, nous encourageons vraiment à utiliser ça, tout ce qu'il a eu à bon escient. Monsieur, madame la directrice, vraiment je vous remercie. Je vous remercie encore une fois au nom du gouvernement empêché. Très ému de cet élan de solidarité, la famille, par la voix de sa représentante, a une fois de plus magnifié toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à l'endroit de tous ces généreux donateurs. Le rapport bilan 2017-2021 du plan de développement économique et social PDS a été au centre d'une réunion de validation par le Comité national de coordination qui s'est tenue ce mardi au ministère du Plan. Cette rencontre qui s'est déroulée par visioconférence a regroupé les partenaires techniques et financiers autour de la ministre du Plan, Mme Kane Aïchatou Boulama, Gérard Abdelaziz et Hassan Moussa. Le rapport bilan, objet de la présente réunion de validation du Comité national de coordination, établit l'état d'exécution du plan de développement économique et social PDES 2017-2021. Il couvre essentiellement la période 2017-2020 et fait suite au précédent rapport 2017, 2018, 2019 et 2020 de mise en œuvre. Ce rapport dresse la situation par axe stratégique et apprécie les efforts du gouvernement et des partenaires au développement à travers les réformes initiées, les principales réalisations et une analyse de l'évolution des principaux indicateurs de 2017 à 2020. Aussi, quelques aspects de perspective de l'année 2021 sont soulignés. Ce rapport bilan a été élaboré en collaboration avec toutes les parties prenantes. Le PDES 2017-2021 étant arrivé à terme, le gouvernement du Niger s'apprête à se doter d'un nouveau PDES pour la période 2022-2026, d'où cette rencontre des partenaires techniques et financiers, pour certains par visioconférence, autour de la ministre du Plan, qui a permis d'enrichir et de valider le document. Au bout de 4 ans de mise en œuvre du PDS, nous constatons de manière satisfaisante l'atteinte de plusieurs cibles. Et cette situation se reflète d'ailleurs dans des domaines comme la lutte contre la pauvreté. C'est le premier objectif de tout programme de développement. Nous nous satisfaisons aussi de la grande mobilisation de nos partenaires pour que justement cette stratégie de développement puisse mettre une mise en œuvre et qu'elle soit mise en œuvre selon nos priorités. Et nous remercions les partenaires en tout cas pour ce grand effort. Je vous remercie vraiment du travail abattu. Demain après-midi, nous serons autour du Premier ministre à un très haut niveau pour cette fois-ci rendre compte de ce qui s'est passé et pour que ce soit validé définitivement par l'instance suprême de notre dispositif du PDS. Le PDES est le principal cadre de référence et de dialogue avec les partenaires techniques et financiers en matière de politique macroéconomique et de stratégie sectorielle conduite par le Niger. L'objectif global visé à travers sa mise en œuvre est de contribuer à bâtir un pays pacifique, bien gouverné, avec une économie émergente et durable et une société fondée sur des valeurs d'équité et de partage des fruits du progrès.
La salle de conférence Tani Bako du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre hier à la cérémonie de présentation de l'ouvrage Niger, ombre et lumière de Abdraman Harouna. Cet ouvrage de 283 pages défait quelques impostures et passe au peigne fin les travers d'une société mutilée et desservie par ses acteurs référentiels. C'est le ministre de la Renaissance culturelle qui a présidé cette cérémonie. Le point avec Abdelkarim Mambarmou et Sadou Inouali. Le Niger, ombre et lumière, c'est l'intitulé de l'ouvrage de 283 pages de l'auteur Abdraman Harouna. Un ouvrage d'analyse profonde qui retrace la situation politique du Niger des années 90 à nos jours. Le Niger, ombre et lumière, c'est juste un regard sur la situation politique de notre pays. Donc la petite expérience que nous avons des années 90, donc l'avènement de la démocratie au Niger jusqu'aujourd'hui, nous avons quand même été dans le élan d'observation de bien de préoccupations aujourd'hui qui plombent notre système démocratique. D'un point de vue contenu, il s'agit de détailler ce qui préside aux destinées de cette réflexion-là. Donc là, il y a d'autres aspects qui concernent l'actualité, donc les élections telles qu'elles se sont passées, qu'est-ce qu'il a émeillé, ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon constante, ce sont les guéguerres politiques qui sont transposées, les problématiques individuelles qui sont même transposées à l'échelle, je dirais, des partis politiques. Parrain de ce vernissage, le ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la modernisation sociale a saisi l'occasion pour saluer le courage et la qualité de la plume de l'auteur. Je voudrais, en tant que ministre en charge de la culture, en charge des arts, dire toute ma satisfaction de remarquer que ces dernières années, en dépit des idées consacrées, la production littéraire, à l'image de beaucoup d'autres productions artistiques et culturelles, a connu un essor particulier. En dépit de votre charge, puisque vous avez été le directeur de cabinet d'un ministre qui est tombé presque par accident de la culture, et avec votre maîtrise, votre expérience dans notamment le domaine littéraire, vous m'avez été d'un grand apport. En dépit de ces charges, dis-je, vous avez eu le temps d'écrire. C'est vrai que vous m'en parlez de temps en temps, mais je me demandais, mais avec ce qu'on fait là, comment pourra-t-il finir cet ouvrage? Et il l'a fait. Auparavant, plusieurs personnalités ont témoigné leur reconnaissance à Abdraman Harouna pour cette œuvre réalisée dans les règles d'art. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de la Renaissance culturelle de décorer l'auteur au grade de chevalier dans l'ordre du mérite du Niger et le professeur Abdoulaye Maga comme officier dans l'ordre des Palmes académiques du Niger pour l'engagement et la détermination de la visibilité de la culture nigérienne lors des rencontres internationales de haut niveau, dont l'anniversaire de la CEDEAO et de l'UNESCO. Le ministre de l'Enseignement secondaire a procédé cet après-midi à la réception d'un don de 3000 manuels pédagogiques destinés aux professeurs d'anglais du Niger, des manuels qui aideront ces derniers à mieux former les élèves. Les précisions avec Boubacar Imran Maïga et Ramatou Salou. L'anglais étant une langue mondiale, elle représente donc un outil essentiel pour les jeunes d'aujourd'hui qui entrent dans le monde du travail. C'est pourquoi le programme English Connect a été lancé en 2019 par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Niger dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles. Cette année, plusieurs formations en ligne ont été fournies aux enseignants d'anglais, aux conseillers et aux auteurs de manuels scolaires à travers le Niger. Cette cérémonie consacre donc la remise officielle de 3000 manuels pédagogiques et 3000 sacs à main au profit du ministère de l'Enseignement secondaire. English Connect vise également à soutenir l'évolution des clubs d'anglais dans les écoles et à travers le Niger. Depuis janvier, nous avons formé 20 dirigeants de clubs d'anglais qui partageront les ressources et la formation avec d'autres leaders des clubs à travers le pays. Mais ça, c'est seulement depuis cette année. Et je sais que le programme est déjà actif depuis une année avant cela. Et maintenant, nous distribuons un sac de soutien de la part de English Connect à chacun des 3000 enseignants
de langue anglaise du secondaire au Niger, dans toutes les régions et districts de Niger. Chaque sac contient une nouvelle ressource pédagogique supplémentaire pour les enseignants et un livret de guide de perfectionnement professionnel de la part du British Council. L'occasion a été saisie par le ministre de l'Enseignement secondaire pour remercier les généreux donateurs. Je dois aussi signaler que ce programme a déjà mis 915 manuels d'encadrement pédagogique en décembre 2019 pour les appuyer dans leurs tâches de formation professionnelle continue. Au nom du gouvernement, j'adresse mes remerciements à Madame la